À 80 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Blast est allé à la rencontre des candidats. Quel est le sens de leur candidature? Quel est leur programme? Quelle est leur ambition pour la France? C'est ce que vous découvrirez avec ce nouveau magazine, L'Élysée, sinon rien. Candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo peine à percer dans l'opinion. Créditée de 3% d'intention de vote, elle n'est qu'une des 5 candidats se revendiquant de la gauche. L'utilité de sa candidature fait question jusque dans les rangs de ses camarades. Dans la même situation, Arnaud Montebourg a choisi de se retirer de la compétition. Le Parti socialiste joue son avenir dans cette élection. Il risque de voir ses frais de campagne n'être que faiblement remboursés et les élections législatives pourraient se révéler cruelles. Comment Anne Hidalgo compte-t-elle redresser la situation? C'est une des questions que je vais lui poser maintenant dans son quartier général de campagne à Paris. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre siège de campagne. Il y a une dizaine de jours maintenant, vous présentiez votre programme, un programme de 70 propositions, et on va rentrer dans le détail de ces propositions. Mais vous avez eu cette formule sur laquelle je voudrais revenir. Vous avez dit « Personne ne peut prévoir ce que sera le résultat de cette élection. Les campagnes présidentielles réservent toujours des surprises. Celle-ci en réservera aussi. » Alors, je vais vous poser une question assez directe. Aujourd'hui, les sondages vous donnent entre 3 et 5%. On sait que pour arriver au second tour, il faudra être à 16, voire 17. Aujourd'hui, Marine Le Pen est donnée à 18%. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Comment ferez-vous dans les 80 jours qui viennent pour rattraper ce retard et éventuellement être au deuxième tour? Quelle est votre stratégie? Pensez-vous que ce soit possible? Bien sûr, vous savez, je crois à la politique, je crois à la force des valeurs, des convictions, des propositions, de la rencontre directe aussi avec les Françaises et les Français. Donc, bien sûr, vous savez, j'entends beaucoup de commentateurs qui considèrent que les jeux sont faits. D'ailleurs, je pense que ce sont deux approches très différentes. C'est un peu comme dans le sport, hein. Vous savez, je prends souvent cette métaphore-là, mais quand vous êtes sur le terrain en tant que joueur, vous avez une autre vision du jeu. Et que si vous étiez en tribune à vous prendre à la fois pour le meilleur buteur, le meilleur sélectionneur et le meilleur patron de l'équipe sur le terrain. Donc voilà, moi j'ai des idées, des propositions, une équipe, et vous savez, je laisse vraiment tous ces commentaires, d'ailleurs, qui me paraissent... il me paraît très peu prudent de considérer que dans une élection, les jeux seraient faits. Il n'y a jamais eu d'élection où les jeux étaient faits comme on l'entendait. Si j'avais écouté tout ça, j'aurais été battue dans ma réélection de maire de Paris et j'aurais même peut-être pas été élue maire de Paris. Donc vous savez, moi, tous ces commentaires-là, je les laisse de côté. Au-delà de votre candidature, la gauche aujourd'hui, c'est 25%. Hein. C'est le chiffre qui revient lorsqu'on additionne les 5 candidats. Vous êtes bien conditionné par les sondages. Hein. Je vous pose la question. Vous êtes bien conditionné. Je suis comme tous les Français, je regarde les journaux, je lis les journaux. Tous les jours, il y a des sondages et on nous affirme, je ne sais pas si c'est vrai, on nous affirme que la gauche, aujourd'hui, c'est 25%. Vous savez, là encore, je vous ferai la même réponse. Je pense que oui, il y a un sujet de division de la gauche qui sûrement désespère une grande partie du peuple de gauche. Ça, il faut être lucide et honnête et le reconnaître, et je le vois. Mais il y a aussi, je pense, dans la façon de sonder aujourd'hui l'opinion, par exemple des sondages exclusivement en ligne. Je peux vous dire, j'étais à Creil hier. Il n'y a pas une des personnes que j'ai rencontrées sur le marché qui pouvait être sondée parce qu'il n'y en a pas une qui était susceptible de pouvoir répondre sur les plateformes où on vous paye pour répondre. Donc voilà, moi, vous savez, il y a des gens très sérieux qui analysent l'opinion française, qui analysent aussi l'état d'esprit des Françaises et des Français. Je pense à des sociologues comme notamment Rosan Vallon qui explique
combien aujourd'hui, pour arriver à percevoir ce que serait l'opinion publique française, il faut partir de choses beaucoup plus délicates, beaucoup plus subtiles, parce que nos concitoyens sont dans des, à la fois des approches qui peuvent être contradictoires, il y a beaucoup de confusion dans la façon dont on leur présente aussi la vie politique. Donc voilà, moi je ne suis pas aussi affirmative que vous. Il y a 5 candidats qui se réclament de la gauche. Il y a les électeurs. On verra quelle est vraiment la proportion des électeurs de gauche le soir du premier tour ou du deuxième tour. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous dites à ces électeurs pour les convaincre de voter plutôt pour vous que pour Yannick Jadot, que pour Fabien Roussel, que pour Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous singularise? Quel est votre... j'ai envie de vous dire plus directement, à quoi ça sert pour un électeur de gauche aujourd'hui de voter Anne Hidalgo plutôt qu'un autre candidat? À changer la vie en mieux et en vrai. Voilà. Parce que je suis une femme qui a aussi une expérience. Je suis une femme qui porte des propositions. Les propositions que je porte On va y rentrer, partent justement de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, qu'il faut changer, accompagner pour améliorer la vie des Françaises et des Français. Je suis aussi une femme, d'ailleurs dans mes propositions, il y a beaucoup de propositions très radicales, mais je suis une femme sérieuse qui veut rassembler. Je sais pertinemment qu'on ne peut pas rassembler les Françaises et les Français en partant d'une des extrêmes de l'échiquier politique français. Ça n'est pas possible. À ces endroits-là, on est plutôt dans l'affirmation d'une identité, mais qui n'est pas une identité qui a une vocation majoritaire. Moi, je suis à un endroit dans cet échiquier politique, à gauche, une femme de cette gauche républicaine, de cette gauche écologiste, de cette gauche aussi qui a éprouvé l'exercice du pouvoir en tant que maire de Paris, élue et réélue, qui est aussi en capacité de travailler avec des partenaires immédiatement. Dès demain, si je suis élue, je sais que j'ai des partenaires solides, c'est pas rien. Quels sont-ils? Olaf Scholz, les Espagnols sociodémocrates, les sociodémocrates des pays scandinaves, demain l'Italie avec Enrico Letta, des partenaires solides avec lesquels nous avons en commun une partie de notre destin commun quant à son modèle économique, social, écologique et démocratique. Donc, je suis cette gauche-là qui n'est pas simplement dans la pétition de principe, qui n'est pas simplement là pour faire parler d'elle avec outrance sur des propositions qui ne seraient jamais réalisables. Je suis cette gauche-là et je suis donc en capacité d'accompagner de façon pacifiée aussi. Vous savez, moi, je vois beaucoup de gens qui s'énervent, qui sont là dans une espèce de violence des mots. Prenez un Jean-Luc Mélenchon. Quelle violence, mais quelle violence dans ses propos. Comment pouvez-vous rassembler les Français ou vouloir rassembler les Français? Comment pensez-vous qu'un Jean-Luc Mélenchon pourrait être un jour président de la République dans notre pays quand on voit comment il se comporte vis-à-vis de l'État de droit? Il a 2 doigts d'être au deuxième tour la dernière fois. Oui, c'est vrai. Mais le Parti socialiste n'y a pas réussi. Il ne l'a pas, oui, c'est vrai, il ne l'a pas été. Et vous savez, quand je l'entends encore là récemment avec ses troupes, expliquer pourquoi ils ne veulent pas soutenir notamment la question des Ouïghours en Chine. Je me dis, c'est quoi? Il gouvernerait avec qui, comme ça, à l'échelle internationale? Il aurait comme ami qui? La Russie, la Chine, et comme ennemi, qui ça? L'Allemagne, les États-Unis. Vous voyez bien que ça n'est pas sérieux. On ne peut pas embarquer notre pays entre les mains de quelqu'un qui est dans ce type d'attitude. Donc, je pense que nos concitoyens, le moment où ils auront à choisir, ils regarderont ce que l'on propose, ils regarderont qui nous sommes, ils regarderont si on a une capacité à rassembler ou au contraire à fracturer encore plus le peuple français tel qu'il est aujourd'hui extrêmement fracturé. Et je pense être cette figure solide, sérieuse, mais aussi ayant de l'ambition pour mon pays, ayant compris le besoin d'une transition écologique, rapide, mais juste, qui ne peut pas se faire
au détriment des plus fragiles et des plus vulnérables. Là aussi, c'est un élément de distinction avec les Verts. Je leur reconnais, bien sûr, de porter une écologie politique indépendante, autonome. Mais je suis désolée, elle n'est pas autonome, cette écologie. Vous êtes plus écologiste que les Verts ? Ah ben, je crois, en tous les cas, les Parisiens en ont jugé ainsi, puisque pendant toute l'élection municipale, ils ont expliqué qu'ils allaient faire une coalition climat sans moi et qu'à l'arrivée, je les ai carrément et très fortement devancés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur cette question de l'écologie, l'apport qui est le mien, qui est d'abord un apport pratique, parce que je l'ai pratiqué, je ne me suis pas cachée derrière mon petit doigt pour mettre en œuvre des politiques, y compris... On verra tout à l'heure, on va rentrer dans le détail de vos propositions. Affronter des lobbies, que j'ai un peu affronté toute seule à l'époque, y compris cela, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, la question de l'écologie, si on veut réussir cette transition écologique, et on sait que l'irréversibilité, elle est fixée à 2030, il faut que l'écologie soit sociale, il faut que l'écologie s'accompagne d'un plan économique. Crois que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot pourraient vous rejoindre sur ce terrain-là. Ah, ils peuvent dire la même chose, mais moi j'ai des preuves de l'action. Voilà, j'ai des preuves de l'action. Juste une dernière question avant qu'on détaille vos mesures. Un de vos premiers voyages, je dirais en tant que candidate, ça a été de vous rendre à Tulle pour rencontrer François Hollande. Est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité du quinquennat Hollande ou est-ce que vous êtes en rupture avec ce quinquennat ? Quel inventaire faites-vous des années Hollande qui ont quand même désespéré une partie des électeurs de gauche ? La preuve, c'est qu'ils sont allés voter soit pour Emmanuel Macron, soit ils sont partis dans la nature. Donc, quel est votre rapport finalement au passif ? Moi, d'abord, j'ai un rapport à ma famille politique qui est une famille politique qui vient de loin, qui s'inscrit dans une très grande histoire et qui est une famille qui a apporté les grandes réformes dans notre pays, les réformes sociales, les réformes sociétales. François Hollande s'inscrit aussi dans cette filiation. Est-ce qu'on a tout réussi ? D'ailleurs, pas simplement dans le dernier quinquennat de la gauche. Est-ce qu'on a tout réussi ? Est-ce qu'on a commis des erreurs ? Oui, on a commis des erreurs. Non, on n'a pas tout réussi. Est-ce qu'on a tout raté ? Non. Est-ce que je regrette les expériences de la gauche au gouvernement, y compris celle de François Hollande? Non, je ne la regrette pas, parce qu'elle a été aussi un vecteur de nouvelles conquêtes. Je pense par exemple au droit donné à cette possibilité du mariage pour tous, quelle que soit son orientation sexuelle. Tous les enfants de la République française peuvent aujourd'hui accéder à ce droit. Est-ce que je regrette les accords de Paris sur le climat et l'engagement diplomatique sans précédent qui a été celui de Laurent Fabius, de François Hollande en 2015? Non, je ne le regrette pas. Est-ce que je regrette qu'au moment des attentats, il y ait eu des positions fortes qui ont empêché notre pays de se fracturer et d'aller chercher des boucs émissaires? Parce que François Hollande notamment et Bernard Cazeneuve avec lui ont été ces hommes d'État qui ont permis de porter cette voix de la France qui a fait notre fierté, je ne le regrette pas. Est-ce que je regrette des mesures de la loi travail? Voilà. Oui. Et d'ailleurs, il y a je l'ai dit et d'ailleurs, il faut rappeler que vous avez été inspectrice du travail, oui. Donc c'est une question qui vous tient à cœur. Et je l'ai dit à l'époque. Vous savez, moi, je suis très claire. Ce qu'il y a de bien, c'est en plus avec la traçabilité de nos déclarations, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit à l'époque. Il y a des mesures de cette loi travail sur lesquelles, évidemment, que je reviendrai. Je l'ai dit, je le redis ici. Par exemple, la question du rétablissement des CHSCT. Je rétablirai les comités d'hygiène-sécurité des conditions de travail, parce que c'est très important d'avoir ces instances-là dans les entreprises. Je supprimerai cette loi qui fixe des barèmes pour les prud'hommes et qui a eu quoi comme effet? Que ça a empêché beaucoup de salariés d'aller faire valoir leurs droits aux prud'hommes. Je rétablirai quelque chose qui a été supprimé par toutes ces lois. D'ailleurs, je ne sais plus très bien si elles viennent de Macron ou de qui, mais ces lois qui notamment ont cassé ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, en gros, qui veut qu'un accord d'entreprise ne puisse pas être défavorable par rapport à toutes les lois et textes de niveau supérieur. Voilà, donc je suis très claire là-dessus. Mais est-ce que ça me fait regretter les expériences de la gauche au pouvoir? Non, jamais. Et donc je suis
dans cette filiation de cette gauche qui, parce que François Mitterrand a permis cette conquête du pouvoir il y a 40 ans, j'étais, avec une vingtaine d'années à l'époque, dans la rue, comme tout le monde, à Lyon, à cette époque-là, pour célébrer cette victoire de la gauche. Et je continue à être active, à essayer de faire bouger les choses. Et c'est normal qu'en démocratie, y compris dans une même famille politique, il puisse y avoir des divergences. Est-ce que ça veut dire que ça va disqualifier les socialistes, les sociodémocrates ad vitam aeternam du gouvernement? Mais on n'a pas l'impression quand même que vous ayez fait un inventaire. Je parle du Parti socialiste. Et c'est peut-être ça votre handicap aujourd'hui. On n'a pas eu de... Mais non, mais c'est votre façon à vous de voir les choses. Certainement, mais je vous pose la question. Je vous le dis... On n'a pas eu d'impression de réarmement idéologique. Il y a 5 ans qui se sont écoulés et on n'a pas eu cette impression-là. Il y a un vrai réarmement idéologique qui est notamment, et dans mon programme c'est très clair, d'aller faire des propositions pour ceux qui ont besoin de nous, ceux pour qui la gauche se justifie, pour qui toutes ces réformes ont un sens et une immense utilité, c'est les classes moyennes et les catégories populaires. Et dans les propositions que je fais, vous pouvez dire que ce n'est pas un réarmement idéologique, c'est une façon de dire qu'on nous a expliqué pendant des années que finalement, il y avait une gauche maintenant sociétale et qu'il y avait très peu de différence avec les libéraux sur les questions sociales. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense, moi, je n'ai jamais été pour la troisième voie à la Tony Blair et je n'ai jamais apprécié le tournant libéral qui a été celui de toutes les gauches en Europe et notamment des sociodémocrates. Mais vous constaterez d'ailleurs, il y a un très bel article dans Le Monde d'aujourd'hui même sur l'évolution de ces gauches social-démocrates dans les pays du nord de l'Europe. Vous constaterez que dans tous ces pays-là, eh bien, à un moment donné, cette crise de la social-démocratie ou de l'État-providence, elle nous amène à quoi? Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ici, dans cette élection présidentielle, à nous dire à qui on sert. À qui on sert. En fait, on sert essentiellement aux travailleurs, à la classe moyenne, aux catégories populaires. Et donc, c'est à eux que doivent être dédiés l'essentiel de nos mesures. Pourquoi? Parce que pendant des années, y compris nous, on l'a dit, y compris moi, je l'ai dit, on expliquait qu'avant de répartir la richesse, il fallait la créer. Je l'ai dit même moi, convaincue qu'effectivement, c'était raisonnable de dire les choses comme ça. Mais aujourd'hui, la richesse, elle existe. Le problème, là, aujourd'hui, auquel nous sommes confrontés, et c'est un problème qui s'est amplifié depuis 10 ans, c'est celui des inégalités. La richesse, elle existe, sauf qu'elle n'est pas du tout répartie. Et que ces inégalités massives, extrêmement violentes, sont en train de miner quoi? Y compris le pacte républicain, y compris le pacte social, y compris notre démocratie. Est-ce que vous seriez prête à revenir, par exemple, sur la flat tax qui fait que les revenus du capital sont taxés, il y a un forfait à 30%. Oui. Est-ce que vous reviendrez dessus? En tous les cas, je propose un certain nombre de mesures qui permettent d'être beaucoup plus justes, de rétablir un impôt sur les grandes fortunes que je veux dédier exclusivement à l'accompagnement social de la transition écologique, de mettre en place une limitation des écarts de salaire dans les entreprises de 1 à 20. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les salaires qui seront au-delà de cet écart de 1 à 20, ne seront pas considérés comme des salaires et donc ne seront pas déductibles dans l'impôt sur les sociétés. Je suis aussi pour aller chercher dans cette évasion fiscale mortifère qui fait qu'en France, on a 80 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année. C'est à peu près l'équivalent du budget. Depuis le temps que l'ensemble des candidats et des gouvernants nous le promettent. Bien sûr, mais par exemple, moi, ce que je propose, non, tous ne le promettent pas, parce qu'il y en a qui s'en arrangent très bien et qui ne veulent même pas toucher le verrou de Bercy, qui est quand même un des petits éléments qui permet à certains de faire passer de l'évasion fiscale pour de l'optimisation fiscale. Mais moi, ce que je mets dans mon programme, c'est pas 80 milliards. Je ne suis pas effectivement quelqu'un d'irréaliste et j'ai fixé que chaque année,
nous récupérions au moins 6 milliards d'euros de cette évasion fiscale pour pouvoir justement les réinjecter dans nos services publics qui sont nos services publics, l'école, la santé, la justice, la sécurité, des services publics et ça essentiels. Vaut pour les GAFA également? Alors les GAFA, évidemment, mais les GAFA... Qu'est-ce que vous allez faire avec les GAFA? Parce que c'est quand même le problème aujourd'hui. Bien sûr, et c'est à l'échelle européenne que ça doit se traiter. Et là, très clairement, pour moi, c'est à l'échelle européenne que l'on doit aller chercher la responsabilité, y compris économique, des GAFA pour qu'ils contribuent. Non pas, beaucoup de GAFA aujourd'hui se servent de nos données personnelles. Nous sommes devenus finalement les éléments qui enrichissent des gens à partir de quoi? De nos vies et de nos données personnelles et à l'insu de notre plein gré, parce qu'il n'y a pas sur la planète ni d'instance ni d'institutions politiques qui acceptent de s'affronter à la puissance de ces puissances qui sont aujourd'hui bien supérieures à celles des États. Ça, c'est pas tout seul en France qu'on pourra le faire. C'est bien sûr avec l'Europe. Vous parlez beaucoup de l'Europe. Vous pensez qu'il est possible d'avoir un tournant social dans le cadre européen, c'est-à-dire dans le cadre des traités européens? Bien sûr, il est possible d'avoir un tournant social parce qu'aujourd'hui, il y a une présence au niveau européen de leaders sociodémocrates qui partagent cette vision-là et qui n'attendent qu'une chose, c'est que je sois élu en France pour pouvoir avancer très rapidement sur ce type d'agenda. Bien sûr que ça suppose qu'on revoie les règles de stabilité. Je suis évidemment pour qu'on revoie les règles de stabilité. On ne va pas pouvoir se réengager dans cette idée qui en fait pousse à quoi? À l'austérité. Donc les 3%, c'est fini. Ben non, voilà, il faudra évidemment discuter avec l'ensemble de nos partenaires. Aujourd'hui, c'est déjà fini. Si vous regardez ce qui se passe... On a eu la démonstration avec la pandémie, justement, qu'effectivement, c'était une règle arbitraire, sans fondement. Sans fondement, et qui a eu comme conséquence les conséquences de l'austérité. Je crois que beaucoup de pays et de dirigeants européens, y compris qui ne sont pas forcément sociodémocrates, partagent cette idée-là. Ça a eu pour conséquence d'affaiblir aussi notre système démocratique, de générer dans notre pays des clivages, une conflictualité qui en fait est mortifère à la fois socialement, démocratiquement, mais aussi pour l'économie et qui ne nous prépare pas à la transition écologique que nous devons conduire. Et je pense que c'est très important que nos concitoyens le sachent. C'est pas parler de l'Europe parce qu'on n'aurait plus les pouvoirs en France, mais se dire qu'on sera plus fort en France si aussi on a une Europe plus forte qui nous permet de peser dans une compétition internationale. Tous les Français sont loin d'en être convaincus. Il y a quand même un rejet d'une partie de l'opinion importante de l'idée européenne, de la construction européenne. Oui, je ne crois pas qu'elle soit majoritaire, cette idée-là. D'ailleurs, elle a conduit, je le vois dans les discours comparés de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, à essayer de tourner la chose pour qu'on ne puisse pas les accuser d'être pour la sortie de la France de l'Union européenne. Donc, regardez ce qu'ils expliquent. Quand vous regardez le fond de leur programme, vous voyez bien qu'en fait, ils veulent en sortir, mais qu'ils n'osent plus le dire. Pourquoi ils n'osent plus le dire? Parce que l'opinion, aujourd'hui, a compris que... Si on prend par exemple le cas de Jean-Luc Mélenchon, lui, il ne parle pas de sortir de l'Europe, mais il parle de se mettre en retrait d'un certain nombre de traités. En fait, il propose quand même de sortir de l'Europe de fait, voilà. Et ce que fait Marine Le Pen, à peu près de la même façon, c'est la même chose. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que l'opinion publique, aujourd'hui, elle n'accueillerait pas exactement de la même façon un discours sur la sortie de la France de l'Europe. Parce que l'opinion publique a vu aussi ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne avec le Brexit. Parce que l'opinion publique comprend aussi qu'on ne peut pas être tout seul, isolé, qu'on est sur un continent, que ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale avec ces deux blocs, les États-Unis et la Chine, font peser aussi des menaces et qu'on ait un modèle, qu'on a des éléments d'un modèle à la fois social, environnemental et démocratique que nous pouvons défendre si nous ne sommes pas isolés, nous les Français. Évidemment qu'il y a des choses qui font que l'Europe est rejetée parce qu'elle paraît lointaine, parce qu'elle paraît aussi technocratique, etc. Je ne suis pas en train de dire on ne va rien changer, mais évidemment qu'il faut faire changer fortement beaucoup de choses au niveau européen et notamment
ce sentiment d'appartenance de nos concitoyens aussi à l'Europe et de la participation des citoyens à cette vie démocratique. Mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne sont pas du tout dans cette idée d'un rejet de l'Europe. Entrons dans votre programme. Vous dites que... Alors, vous allez m'éclairer sur une question de vocabulaire. Vous parlez de 4 grandes odyssées industrielles. C'est quoi des odyssées industrielles ? C'est des belles aventures, c'est des aventures qui nous projettent dans l'avenir à partir de choses qui vont être utiles et qui vont faire converger quoi ? La recherche, l'économie, les investissements publics, les salariés, les citoyens, les collectivités locales. Sur quel thème ? Des choses qui ont du sens, qui sont utiles. Par exemple, sur les questions de santé. On voit bien que sur les questions de santé, et notamment après cette pandémie, il faut qu'on relocalise un certain nombre d'activités. On a vu notre dépendance, notre fragilité sur les masques, sur les médicaments. On a vu qu'il fallait quand même retrouver une forme de souveraineté industrielle sur ces sujets-là. Eh bien, très simplement, c'est pas simple, mais en même temps, vous savez, sur les questions de santé, ce sont des questions très hautement subventionnées, parce qu'il n'y aurait pas l'assurance maladie. Il y a plein de laboratoires qui, en France, ne vivraient pas exactement de la même façon. Donc, ce sont des secteurs sur lesquels, par exemple, on peut définir avec la recherche, avec les industriels et avec aussi l'État et les présidents de région, la relocalisation d'activités qui sont indispensables sur des grands objectifs. Par exemple, vaincre les maladies neurodégénératives à horizon de 2035-2040 et faire en sorte qu'on fasse converger et notre appareil productif et les investissements et la recherche sur un enjeu comme celui-là, qui est un enjeu aussi de progrès, qui est un enjeu de bien-être pour la population. Autre sujet, la question des énergies renouvelables, elle est cruciale. Il faut absolument que l'on mise sur les énergies renouvelables et ça doit être aussi une de ces odyssées industrielles qui fassent converger les investissements publics, privés, les collectivités territoriales, la recherche, etc. Autre sujet qui fait partie de la transition écologique aussi, mais qui est par exemple la question des mobilités et de la mobilité durable. Vous savez qu'aujourd'hui, dans des régions, dans des territoires où il n'y a pas beaucoup de transports en commun, c'est extrêmement difficile. Nos concitoyens sont obligés de prendre leur voiture, qui coûte cher. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique parce que ça coûte très cher. Et on a besoin, là aussi, d'avoir un effort à la fois dans la mobilité durable. Il y a aussi tout ce qui a trait au développement du ferroviaire. Et donc, faire converger, là aussi... Vous allez revenir sur la disparition des 7000 kilomètres de petites lignes ? Bien sûr, et avec les régions, il faut le faire. Il faut remettre du ferroviaire et du transport, qui est du transport propre d'ailleurs, et du transport quotidien. Je propose d'ailleurs aussi... Est-ce que vous allez remettre les camions sur les trains ? Franchement, ces dernières années... Le ferroutage, Emmanuel Macron, souvenez-vous, il n'était pas encore président de la République. On aurait dû se méfier beaucoup plus. Enfin, les Français auraient pu s'en méfier beaucoup plus parce que quand même, à son âge, qu'il ait inventé à l'époque où il fallait juste regarder la transition écologique et déjà parler de mobilité durable, lui, il a inventé les cars diesel Macron. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait été vraiment très visionnaire. Donc, bien sûr, je retiens le ferroutage, c'est oui. Bien sûr, le ferroutage, ça, c'est aussi une odyssée industrielle importante. Et puis, la 4e odyssée industrielle, c'est autour du numérique. Là aussi, il y a une révolution numérique qui est planétaire. On a besoin, évidemment, de pouvoir s'inscrire dans cette révolution digitale. Et là aussi, il faut que dans ces odyssées industrielles, il y ait du partage, que ces avancées technologiques ne soient pas juste à servir quelques-uns qui en plus viennent piller nos données personnelles, mais qu'elles servent aussi à améliorer le quotidien de beaucoup de nos concitoyens. Comment, donc ? Je ferai comment ? C'est-à-dire pour limiter l'emprise des plateformes sur nos vies, nos comportements. Eh bien, je pense au droit, bien sûr. C'est par le droit qu'on y arrivera, et par le droit européen et le droit international. Vous savez, dans ce domaine, d'ailleurs, sur les plateformes numériques et le droit à garder, enfin, ne pas se faire piller de nos données personnelles, ou par exemple sur les questions d'environnement, ce qui
manque, c'est évidemment d'avoir des lieux qui soient une justice internationale qui permettent de faire valoir ses droits. Aujourd'hui, on est trop soumis à une justice qui est décidée notamment par ces grands groupes et qui est uniquement, je dirais, d'influence anglo-saxonne et américaine. Il faut absolument que dans les textes européens, que dans les textes internationaux, il puisse y avoir des recours. Ça, on le dit quand même depuis longtemps et on ne voit pas les choses bouger quand même. Oui, parce qu'il n'y a pas de volonté politique dans une Europe qui était très libérale, avec un président Macron qui considère que le pillage des plateformes est à peu près, je dirais, quelque chose de normal. Évidemment que là, il n'y avait pas d'avancée possible. Mais justement, si vous avez à la tête de l'Europe et au niveau français, à l'instar de ce qui est en train de se passer en Allemagne, une présidente qui a conscience de cet enjeu-là européen et international pour retrouver la maîtrise de nos vies, évidemment qu'on avancera. Je reviens un instant sur l'odyssée des énergies renouvelables. La fin du nucléaire, c'est quand ? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas la fixer de façon certaine. D'abord, il faut programmer, et ce que je fais, est dire que nous devons aller vers le 100% des énergies renouvelables. Dans les différents scénarios de RTE, il y a notamment un scénario à 2050 qui dit cela, mais on sait que ce scénario, il est difficile parce que... il y a d'autres scénarios à côté qui parient sur 2030. Pas sur la sortie du nucléaire, ça n'existe pas dans les scénarios RTE. Pas dans les scénarios RTE. Non, Yannick Jadot dit... Il y a des associations très compétentes Jadot dit qu'il sortirait en 20 ans. C'est faux, il ne sortira jamais en 20 ans. Les besoins en termes d'énergie, en besoin aussi, même si on réduit les consommations d'énergie, même si on va vers de la sobriété énergétique, même si on fait la rénovation thermique, les besoins en énergie et en électricité du pays vont être considérables, y compris eu égard à la décarbonation de notre économie. Mais c'est là que j'ai du mal à vous suivre, parce que en même temps, vous dites il faut faire le grand carénage, c'est-à-dire la prolongation de vie des centrales nucléaires. Oui, donc, on va les prolonger de 40 à 60 ans. Ça tourne, si on prend les scénarios les plus bas, c'est autour de 50 milliards d'euros. Certains disent c'est 80, c'est peut-être 100. C'est autant d'argent en moins dans les énergies renouvelables. Donc, ça repousse les énergies renouvelables. Justement, je crois que vous avez raison. Il ne faut surtout pas repousser l'investissement sur le 100% d'énergie renouvelable le plus rapidement possible. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait de nouvelles constructions de centrales nucléaires. Mais je prends en compte les besoins énergétiques et les besoins d'électricité du pays, même si on va vers de la sobriété. Il y a un besoin majeur, et notamment le numérique consomme beaucoup, y compris tout ce qui a trait aux mobilités électriques, ou voire même si on va vers des mobilités avec de l'hydrogène, elles nécessitent aussi de l'énergie. Et on ne peut pas, il faut être tout à fait responsable. Est-ce qu'il faudrait un plan progressif de fermeture ? Il faut dire à nos concitoyens qu'on ne pourra pas non plus prendre des mesures qui nous mettraient en danger par rapport aux besoins énergétiques du pays. Vous êtes bien d'accord avec ça ? On ne va pas dire à nos concitoyens, peu importe les effets sur la consommation d'énergie, peu importe s'il y a des grandes coupures de courant liées au fait qu'on ne peut plus produire autant d'énergie, vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre dans cette insécurité-là. Moi, j'ai parcouru votre programme, vous ne nous dites pas je vais fermer progressivement des centrales jusqu'à 2050. On a l'impression qu'en 2050, tout à coup, vous allez nous dire, bon, on arrête tout. Non, absolument pas. D'ailleurs, je dis qu'il faut sortir le plus vite possible du nucléaire parce que par la montée la plus rapide possible des énergies renouvelables, mais je dis qu'on ne pourra pas aller sur un scénario qui garantisse aussi la souveraineté énergétique de la France, qui m'importe. Je candidate à la présidence de la République, donc je ne vais pas vous expliquer que la souveraineté énergétique de la France, ce n'est pas quelque chose d'important. Au contraire, il faudra aussi garantir cette souveraineté énergétique, et ça passe
notamment par le grand carénage, sur un certain nombre de centrales qui doivent être décidées. Ce grand carénage doit être décidé avec l'autorité de sûreté nucléaire, mais aussi avec le Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain d'EDF et sur le terrain du nucléaire est satisfaisant? Non, pas du tout. Quand on voit ce qui se passe autour de l'EPR, qui coûte 19 milliards de plus que ce qui était prévu au départ et qui arrive, mais alors des années... Vous le maintenez, l'EPR de Flamanville? On ne va pas le fermer. Il ne marche pas. Il ne marche pas, c'est un échec industriel, c'est un échec financier. Il est programmé pour 2023 et vous croyez que ça ne serait pas encore un gaspillage supplémentaire de dire on arrête tout? C'est un désastre. C'est un désastre. Enfin, vous êtes... je suis candidate à la présidence de la République. Je ne suis pas candidate pour expliquer que parce qu'il y a un désastre que tout le monde observe, et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, on va rendre ce désastre encore plus désastreux en arrêtant tout, c'est-à-dire ces milliards d'investissements qui ont été engloutis dans ce projet, qui n'est pas encore en activité. Non, bien sûr. Et le grand carénage prendra en compte aussi le besoin de prolongation d'un certain nombre de nos centrales, mais en misant et en faisant en sorte que ce soit le 100% d'énergie renouvelable qui soit notre horizon. Alors on va parler un peu de financement, parce que vous énumérez toute une série de mesures qui sont séduisantes. Vous êtes la mieux-disante sur l'augmentation du SMIC, 1 450 €. Vous êtes donc, on l'a dit tout à l'heure, sur l'écart des rémunérations à l'intérieur d'une entreprise et le fait qu'au-delà de 20 fois... Ça rapporte, ça ne coûte pas, ça rapporte. Ça rapporte, nous sommes d'accord. La revalorisation du salaire des enseignants. Alors au début de votre campagne, vous parliez de doubler le salaire des enseignants, puis ça a disparu, et donc aujourd'hui, vous dites simplement de l'aligner sur le salaire des cadres. Non, dans mon livre, qui n'était pas mon programme, qui était un cap, une analyse de la situation concernant les enseignants, je prenais cette référence du salaire des enseignants français, et notamment des professeurs des écoles, 2 fois moins payés que leurs collègues, notamment allemands ou néerlandais. Et je disais, il faut se fixer un cap qui peut être celui du doublement, et à tout le moins, page 109 de mon livre, à tout le moins commencer par l'alignement du salaire des professeurs des écoles, qui aujourd'hui sont recrutés, leur grille indiciaire, 1 770 € après l'année de stage en premier recrutement, qui finissent leur carrière à 2 500 €, de les passer, comme c'est le cas pour les diplômés du supérieur, qui sont l'équivalence de diplôme de ces professeurs des écoles, une entrée dans la grille indiciaire et dans leur métier à 2 300 € pour finir à 4 000 €. Donc revaloriser le salaire des profs, mettre beaucoup de moyens dans l'éducation, au-delà du salaire. Il n'y a pas que les profs, d'ailleurs. Vous savez, il y a des tas de catégories qui interviennent dans les écoles. Je prends, par exemple, aux assistants et assistantes qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans nos écoles. C'est un scandale absolu, la façon dont ils sont rémunérés, dont ils n'ont pas de statut. Donc, il y a beaucoup de métiers. Je pense aussi... dans un autre secteur essentiel. Il y a 2 grands services publics là, très, très importants, qui ont été très abîmés, notamment ces 5 dernières années par Emmanuel Macron, c'est l'école et l'hôpital. Oui, alors, sur l'hôpital, vous proposez donc de former... Alors, pardon, il y a d'une part la formation des nouveaux médecins par an. Oui, 15 000. 1 250 sages-femmes, 25 000 infirmiers et aides-soignants. Oui. Et en plus, vous voulez qu'en fin d'internat de médecine, il y ait une année de professionnalisation. On envoie les jeunes médecins parfaire leur formation dans les territoires en déshérence médicale, c'est ça? D'abord, ces 2 grands services publics, éducation et santé, ont été très, très abîmés. Et on l'a vu, d'ailleurs, la crise sanitaire sur ces 2 grands services publics a montré leur affaiblissement. Ces 2 grands services publics sont essentiels. Vous savez, dans un pays, quand on a confiance dans l'école, on se dit, bon, il peut m'arriver n'importe quoi, mes enfants, eux, pourront avoir un avenir. Et quand on a confiance dans l'hôpital, quand on se dit, bon, il peut m'arriver n'importe quoi, je serai pris en charge et je n'aurai pas besoin d'hypothéquer ma maison pour pouvoir me soigner ou soigner un de mes proches,
une société va mieux quand elle sait qu'elle a ces deux pôles très, très stabilisés. D'ailleurs, ce sont deux pôles essentiels dans toutes les social-démocraties dans le monde. Sur l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ? Des conditions de travail très dégradées, parce qu'aujourd'hui, et des salaires et des conditions de travail dégradées font que, eh bien, on ne trouve plus suffisamment de personnel. Il y a même beaucoup de personnel infirmiers ou médecins qui décident de se réorienter, de faire autre chose, tant les conditions sont devenues difficiles. Donc, il faut revenir aux besoins. Le besoin de la France, c'est quoi ? C'est 15 000 médecins par an. Aujourd'hui, on en forme environ 8 000. Donc, il faut aller jusqu'à 15 000. Ça mettra 10 ans pour avoir nos 15 000 médecins, puisque c'est 10 ans à peu près la formation d'un médecin. Idem sur les infirmières ou les sages-femmes. Les sages-femmes qui nous disent, à juste titre, notre métier est devenu un métier de souffrance. On n'arrive même plus à être aux côtés des mamans qui accouchent. C'est un moment très important, mais aussi très déstabilisant de la vie. Et on ne peut même pas être là pour les accompagner parce qu'on court, et on a l'impression de les maltraiter autant que nous sommes nous-mêmes maltraités. Il faut entendre ça et il faut y mettre des priorités. Sur la question des déserts médicaux, parce qu'il y a à peu près 9 millions de personnes en France qui vivent dans des déserts médicaux, à la fois d'ailleurs dans des zones rurales, mais aussi dans un certain nombre de quartiers très, très urbains, là, je ne suis pas pour des mesures de coercition, des mesures d'obligation faites aux médecins de s'installer à tel endroit et pas à tel autre. Vous pensez qu'en venant un an oui. dans un quartier, ils vont peut-être rester, c'est ça ? Alors d'abord... c'est la visite de l'appartement témoin, quoi. Peut-être, mais en tous les cas, en créant les conditions, et les étudiants en médecine nous ont dit plusieurs choses. Ils nous ont dit, on a des études qui sont longues, qui sont très dures. S'il vous plaît, ne venez pas nous expliquer que la dernière année d'internat, il va falloir qu'on aille compenser ce que l'État n'a pas fait en ne fournissant pas suffisamment de médecins partout en France. Et bien sûr qu'il faut entendre ça. Donc, cette année-là n'est pas une année d'internat classique, c'est une année de professionnalisation dans laquelle ils doivent être accompagnés, bien sûr, par des médecins qui seront leurs maîtres de stage, et ils doivent être plus rémunérés que ce qu'ils sont rémunérés dans leur internat. Et donc, à ces conditions-là, et en proposant aussi aux départements, aux conseils départementaux, d'accompagner l'arrivée de ces médecins en leur mettant à disposition le logement et tout ce qui leur permettra d'avoir une mobilité, eh bien, ce sera une année d'abord utile, vraiment de professionnalisation pour eux, et une année aussi utile pour venir justement compenser ces déserts médicaux. Peut-être qu'un certain nombre d'entre eux auront envie de faire leur vie dans ces lieux-là, mais je préfère cette mesure-là qu'une mesure contraignante d'obligation d'installation telle que ça peut être proposé aujourd'hui. Alors, l'hôpital et les enseignants, vous financez ça comment ? Je finance cela par le budget de l'État et en remettant des priorités. Vous savez, aujourd'hui, dans la façon dont le budget de l'État est géré, qu'est-ce que vous trouvez ? Des très, très gros postes de dépenses qui sont, en gros, beaucoup d'aides aux entreprises sans aucune condition. Bien sûr, je ne touche pas aux PME et même aux ETI. Alors, vous touchez à qui, alors ? Eh bien, je touche notamment aux grandes entreprises, qui d'ailleurs sont celles qui sont les plus bénéficiaires de ces aides non conditionnées. Et je les conditionne par des critères sociaux et environnementaux. Je fais aussi en sorte que, je vous l'ai dit tout à l'heure, récupérer des sommes de ce qui provient notamment, qui proviendrait de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. On ne peut pas appuyer un budget uniquement sur cet espoir. Non, 6 milliards quand même, c'est pas rien par an. Certainement, mais 6 milliards par an, c'est pas rien, bien sûr. Ensuite, il y a de la réorientation aussi du plan de relance européen. Vous savez que dans le plan de relance européen, il reste environ 20-25 milliards non encore affectés qui doivent accompagner. Les États peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont plutôt une indication pour que ça serve à la transition écologique et à la transition numérique, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces sommes-là.
Et donc, moi, je réoriente. C'est quand même de l'ordre de 5 milliards d'euros par an. Mais on reste à budget constant ou Parce que alors, vous prévoyez, mais vous prévoyez également la création d'une ISF climatique absolument. Et pour la biodiversité. Alors, ça va être uniquement affecté à la transition énergétique, environnementale, à la transition sociale, d'ailleurs, de la transition écologique. Donc là aussi, je rétablis cette ISF. Je fais en sorte aussi, sur la question des droits à succession, je ne touche pas, et même je fais en sorte qu'il y ait plus d'exonération, plus de Français qui puissent exonérer des droits à succession, puisque j'augmente cette exonération jusqu'à 300 000 euros. Aujourd'hui, c'est 100 000 euros. En revanche, au-dessus de 300 000 euros, et notamment pour les patrimoines de plus de 2 millions d'euros, là, une taxation beaucoup plus importante. Il y a une proposition de loi, en cours de discussion présentée par Christine Pires-Beaune, une députée socialiste qui porte cette proposition-là et qui est aussi une ressource très importante dans le budget tel que je l'ai chiffré. Il y a des tranches supplémentaires dans l'impôt sur le revenu ? Alors, il y aura sûrement du lissage et moi, ce que je ne veux pas, c'est que nous fassions des classes moyennes et des catégories populaires celles qui payent le plus l'impôt sur le revenu. Il y aura même, ce que je propose, des allègements qui pourront être temporaires sur la TVA. Je pense par exemple aujourd'hui dans cette augmentation extrêmement importante des prix de l'essence, je propose qu'il y ait une TVA à 5,5 sur l'essence pour alléger le poids notamment du coût de l'essence pour les ménages les plus modestes, parce que la TVA est quand même l'impôt le plus injuste. Il est payé par tout le monde. Mais mon projet est un projet qui crée de la valeur. Mon projet est un projet qui va permettre, par exemple, en payant mieux les gens, en remettant du travail, en remettant de l'activité économique dans le pays, qui va permettre de faire rentrer aussi des moyens supplémentaires dans les caisses de l'État. Vous savez, quand vous payez mieux les gens, quand il y a plus de travail, quand il y a moins de chômage, quand il y a plus d'activité, bien sûr, une activité qui est orientée... Qui rentrent, il y a des impôts qui rentrent, effectivement. Et donc, je suis dans un système qui, bien sûr, tient compte d'une croissance qui doit être verte, qui doit être... évidemment, je supprime, par exemple... Vous avez prévu de surtaxer les placements liés aux énergies Absolument, fossiles. C'est une source de revenus, voilà, c'est une source de revenus. De même, de retirer toutes les aides qui existent aujourd'hui encore pour des activités liées aux énergies fossiles. Mais je vais créer de la valeur avec des activités qui vont être celles, dans les 4 odyssées industrielles et dans l'accompagnement d'entreprises qui sont des entreprises qui vont nous aider dans cette mutation de notre économie. Ça crée de la valeur. La création de valeur permet, vous savez, un point de PIB. On n'a pas mis un point de PIB, on a mis un petit peu moins, mais un point de PIB, c'est plus de 10 milliards d'euros aussi de recettes engrangées. Donc voilà, c'est aussi ce budget qui crée de la valeur et qui permet de vivre mieux par le salaire, par le travail. Alors, on va passer aux questions de la rédaction. Une question de Paloma Moritz. Bonjour Madame Hidalgo. En juillet 2020, vous vous êtes engagée avec un collectif de maires à appliquer les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et pourtant, elle n'est pas mentionnée dans votre programme. J'aimerais donc savoir si cet engagement tient toujours pour la présidentielle, si vous comptez bien appliquer l'intégralité de ces mesures, et notamment l'une d'entre elles qui est une mesure de justice sociale, une taxe de 4% sur les dividendes qui rapporterait 2 milliards d'euros pour financer la transition écologique et qui a été rejetée par Emmanuel Macron. Oui, dans mon programme, bien sûr, que je reprends une grande majorité, quasiment l'intégralité des propositions de la Convention climat. Je vais même un peu au-delà, parce que dans la taxation, notamment des placements qui sont les placements dans les énergies fossiles, dans bon nombre de le rétablissement d'une ISF, je vais même au-delà. Donc, bien sûr, je pense d'abord que
ça a été absolument... c'est inacceptable que le président Macron ait dit convention climat et oui, parce qu'il s'agissait d'une reprise sans filtre. Hein, oui, sans filtre, voilà. Disait-il, et il n'a absolument pas fait cela. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais enfin, il a vraiment été très peu respectueux de cet exercice citoyen. La Convention climat, elle s'est faite il y a déjà quelques mois de cela. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec Jean Jouzel, qui a été aussi un des... Donc les 4% de ils taxes sont déjà largement contenus dans mes propositions. Et il faut aller au-delà. Je pense que la Convention climat nous a beaucoup aidés. Mais là, dans mon projet, on va encore au-delà, tout en intégrant une grande partie des idées, des préoccupations et des mesures qui sont en rapport, voire même complètement inspirées de la Convention climat. Et la deuxième question, donc, d'Antoine. Madame Hidalgo, la gauche est aussi attendue sur les thèmes régaliens. La police a été l'objet de toutes les critiques pendant ce quinquennat. Alors ma question est, comptez-vous réformer cette institution? Est-ce qu'une refonte de l'IGPN est à l'ordre du jour? Oui, la police, très très important, bien sûr, parce que la sécurité, c'est un droit notamment pour les plus fragiles. Et il faut absolument que cette police, d'ailleurs, j'en fais un point très important de mes propositions, cette police-là soit plus nombreuse, répartie en fonction des besoins aussi de la population, que quand on crée une police municipale, ça ne soit pas au détriment des effectifs nationaux, et qu'il y ait aussi une formation comme je le fais par exemple pour la police municipale parisienne que j'ai créée, sur ces questions essentielles que sont la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme ou l'homophobie, parce qu'il faut évidemment que le rapport police-population, qui est un rapport complexe et qui a été aussi abîmé notamment par plus des opérations de maintien de l'ordre, notamment à l'occasion des grands conflits qu'on a connus. À l'occasion des Gilets jaunes. Notamment que ce rapport, alors il y avait de la violence, voilà, mais ce rapport police-population est un rapport essentiel. Pour moi, la police est républicaine, c'est abîmé, et en même temps, il y a une volonté et il y a aussi une adhésion de la population à sa police. Donc, il faut aider la police à pouvoir faire son travail et bien sûr, sur l'IGPN, aller vers une autorité indépendante. Oui, parce que le problème, c'est que souvent l'IGPN formule des avis, des recommandations qui ne sont ni suivis par le parquet, ni suivis par la direction de la police nationale. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on croit souvent que c'est l'IGPN qui ne fait pas d'enquête. Pas du tout. Elle fait très souvent très bien son travail, mais on n'a pas de suivi derrière. Et elle fait très bien son travail. Et je pense qu'il faut effectivement lui donner cette indépendance pour que ce travail-là soit suivi à la fois, je dirais, sur le plan disciplinaire, mais aussi lorsque les faits sont suffisamment graves pour être remis à la justice, du côté de la justice. Mais je le redis, vous savez, je pense qu'un pays ne s'en sort pas si la défiance s'installe. Et je vois aussi beaucoup de jeunes policiers qui sont dans une difficulté à exercer leur métier. C'est très, très dur aussi pour eux. Parliez des violences, et ce sujet-là, il est crucial. Mais moi, j'ai vu aussi, j'étais là quand il y a eu des manifs aussi de gilets jaunes, et j'ai vu aussi comment parfois les forces de l'ordre étaient dans une difficulté majeure par rapport à la violence aussi dans la société, à la violence de certains manifestants. Donc, le sujet de la violence dans notre société est un sujet qu'il faut prendre par différents bouts. Et ce qui se passe au moment, par exemple, peut quand même maintenir l'ordre sans multiplier les gens. En tous les cas, il y a des pays dont il faut s'inspirer. Il y a des pays là qui savent aussi, le faire. Qui savent le faire. Je pense à tous ces pays, l'Allemagne notamment, qui a tiré les leçons après les manifestations très, très violentes qu'il y a pu y avoir il y a déjà de nombreuses années, et qui pratique la désescalade. Donc vous le ferez. Bien sûr, je crois qu'il faut aller vers ce type de pratique, et ces pratiques-là, elles sont importantes. Anne Hidalgo, nous allons conclure cet entretien, et je voudrais, ce sera vraiment ma dernière question, ce sera la question de la conclusion, je voudrais vous demander si vous n'avez pas un regret. L'année dernière, au mois d'avril, Yannick Jadot avait organisé une réunion de toutes les forces de gauche. L'objectif, c'était de définir un socle, un programme commun, si tant est que cela pût être possible.
Et puis, éventuellement, de désigner un candidat unique. Et à l'époque, moi je me souviens, j'étais présent, je vous ai même tendu le micro, vous nous avez dit je prendrai ma part le moment venu, mais est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment finalement d'avoir raté le coche de l'unité qui aurait permis, peut-être pas forcément avec l'ensemble des forces de gauche, mais par exemple avec Yannick Jadot, de travailler un regroupement avec lui et d'avoir aujourd'hui cette force social-démocrate que vous revendiquez, que vous voulez incarner? Est-ce que ce n'était pas l'occasion à ce moment-là? Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas eu un train de retard? Vous savez qui a fait échouer cette initiative? C'est la France insoumise. Parce que avant cette réunion du mois d'avril, nous nous sommes vus avec Yannick Jadot, avec d'ailleurs Olivier Faure, Julien Bayou et Laurence Toubiana, qui étaient là pour travailler justement sur ce socle programmatique. Et nous nous sommes vus et avec l'idée que si les autres, qui étaient quand même un peu plus loin, disons les choses, ne voulaient pas avancer dans la même rapidité, dans le même mouvement, alors il fallait quand même continuer à avancer. Et lors de cette grande réunion qu'il y a eu, on a eu non seulement une fin de non-recevoir, mais ce n'était pas très surprenant, de la France insoumise, mais on a eu aussi un barrage à l'idée même qu'il puisse y avoir une avancée plus rapide de ceux qui gouvernent déjà ensemble dans plein de localités, qui sont les Verts et le Parti socialiste. Donc je pense qu'on peut regretter plein de choses. On peut regretter 5 années pendant lesquelles la gauche n'a pas été capable de faire ce travail-là, alors qu'elle a été capable, d'une certaine façon, de le faire à l'échelle locale. La preuve en est que dans beaucoup de localités, on a gagné les élections municipales, des élections régionales, des élections départementales. Souvent, d'ailleurs, c'est le Parti socialiste qui a conduit les coalitions gagnantes et on gouverne. Alors, c'est pas toujours facile, mais on gouverne et on fait bouger les choses. Mon regret, c'est que, mais on n'en est pas encore au stade des regrets, mais en tous les cas, ces 5 dernières années n'aient pas été suffisamment mises à profit pour tirer profit de nos expériences locales pour en faire aussi un mouvement avant même l'élection présidentielle qui permette d'aider à l'émergence d'une force politique dans cette élection présidentielle. Maintenant, il y a l'élection présidentielle. Maintenant, c'est aussi aux citoyens, par à la fois la conviction qu'on va mettre, la détermination que l'on met dans cette campagne. Ça sera à eux de dire comment ils voient leur avenir. Et moi, je leur fais confiance. Arnaud Montebourg a jeté l'éponge. Vous ne la jetterez pas? Écoutez, franchement, cette question-là, vous savez, à me voir, vous vous habituerez. Non, je ne jette jamais l'éponge. Merci Anne Hidalgo. Merci.